Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire, ce dernier webinaire de l'année. Bonjour Philippe, Bonjour. ravi de vous retrouver. Écoutez, on va commencer par reprendre très rapidement les conclusions évoquées début novembre. On est dans une situation aujourd'hui de fin de shutdown, heureusement côté États-Unis, avec des publications très importantes macroéconomiques qui ont pu être publiées à nouveau sur l'emploi, sur le niveau d'activité. Tout cela va aider la Fed et les investisseurs en fait, à se positionner sur les perspectives de futures baisses des taux de la Fed. On va y revenir très largement avec Philippe. Et puis, côté zone euro, on avait évoqué ce sujet de solidité finalement économique de la part de la zone euro, qui finalement réduisait un peu la pression sur la baisse des taux vis-à-vis de la BCE. On verra, il y a eu des publications très très récentes hier et avant-hier là-dessus, sur les niveaux d'activité et d'inflation, qui nous permettront d'en savoir un petit peu plus d'ici la fin de l'année, d'autant plus que les deux banques centrales se prononcent d'ici une quinzaine de jours sur leur perspective de taux. Après, côté incertitude budgétaire, donc on les avait soulevés ensemble. On avait également évoqué les niveaux de spread de crédit. On va les voir d'une autre manière aujourd'hui, Philippe, avec notamment des histoires de ratio d'endettement, prendre un peu de hauteur. Écoutez, je vous laisse démarrer sur ces sujets. Parfait. Alors, comme d'habitude, on a commencé avec un petit tableau sur les projections de croissance. En l'occurrence, ici, ce sont les prévisions de l'OCDE qui viennent d'être publiées. Et nous les avons comparées aux prévisions effectuées l'OCDE au mois de septembre. Nous avons mis en vert les prévisions qui ont été rehaussées et en rouge celles qui ont été abaissées. Vous voyez que le vert à droite domine assez largement. Donc l'OCDE considère que la croissance est plutôt meilleure qu'attendue et devrait être meilleure que ce qu'elle prévoyait précédemment, généralement de façon relativement marginale de 0,1 ou 0,2%. À l'exception peut-être notable du Japon, où pour 2026, l'OCDE a rehaussé sa prévision de croissance de 0,5 à 0,9. Et on va voir également qu'au Japon, il se passe des choses un peu inhabituelles qui pourraient avoir un impact sur les marchés de taux, y compris américains ou européens. Les indicateurs avancés que sont les PMI, donc les indicateurs des directeurs d'achat, les derniers publiés en novembre montrent qu'on poursuit la hausse de ces indicateurs avec 52,8 publiés le 3 en zone euro et 54,8 publiés fin novembre pour les États-Unis. Donc on reste pour les deux zones largement au-dessus des 50 qui sont la frontière entre croissance et récession. Et on voit même qu'il y a une accélération de l'activité dans les deux zones. Face à ça, les taux de chômage restent relativement stables en zone euro avec 6,4. Pour les États-Unis, avec le shutdown, on a un retard assez important sur les publications du chômage et donc on reste pour l'instant sur les publications de septembre. Mais on a quelques indications qui ont été données avec les chiffres de création d'emplois récentes. Une qui a été publiée il y a quelques instants, qui est la création d'emplois non agricoles publiée par l'ADP, qui est sortie à moins 32 000, alors qu'on attendait plus 5 000. Ah oui. Alors, est-ce qu'il faut en tirer des conclusions extrêmement importantes ? Non, parce que les chiffres qui ont été publiés précédemment montraient au contraire une surprise qui était plutôt avec plus de création d'emplois que ce qui était attendu. Donc, il est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions. Simplement, ce chiffre-là donne peut-être un peu plus de liberté à la Fed pour baisser ses taux.
Si on regarde maintenant l'inflation, eh bien l'inflation, là aussi, reste plus résistante, si on peut dire, que ce qui était entendu ou anticipé, avec 2,2% sur la zone euro, ce qui a été publié le 2. Alors, sur les États-Unis, évidemment, du fait du shutdown, on manque de chiffres, mais on reste aux alentours des 3% sur les derniers chiffres publiés. Ce qui veut dire que, là aussi, les chiffres d'inflation montrent qu'il n'y a pas de pression extrême sur les banques centrales pour baisser les taux. Il n'y a pas non plus de crainte particulière, parce qu'on reste quand même sur la zone euro, assez proche des 2% qui est la cible. Oui, c'est ça, d'accord. En termes d'inflation, si on regarde maintenant les prix du pétrole, on voit que les prix du pétrole restent à la baisse, ce qui montre qu'on n'a pas une inflation importée, mais que l'on a une inflation qui est bien endogène aux économies. À ceci près que, et c'est là où le fait de ne pas avoir de chiffres sur les États-Unis est un peu embêtant, on sait que sur les États-Unis, il y a le problème des droits de douane qui ont été mis en place et que l'on a donc encore une incertitude assez grande sur l'impact qu'auront finalement ces droits de douane sur l'inflation américaine. Le change euro-dollar, lui, après donc, la baisse sensible de dollar au cours du premier semestre, le change s'est stabilisé et donc là, ça n'a pas d'impact direct sur l'inflation. Donc, pour ce qui est des politiques des banques centrales, on l'a vu, la BCE a déjà largement baissé ses taux en 2025 et elle n'a pas de pression liée ni à une faible croissance, ni à une forte inflation pour continuer sa baisse des taux. Il est donc probable qu'elle ait terminé ses mouvements pour 2025, que s'il doit y avoir une autre baisse des taux, ce sera plutôt en 2026. Ce n'est pas le cas pour la Fédérale Réserve américaine, où là, quand on regarde les prévisions du marché, on s'aperçoit que plus de 80% des analystes considèrent qu'il va y avoir une baisse des taux de la Fédérale Réserve au cours de la prochaine réunion qui aura lieu le 18 décembre. Si on jette maintenant un coup d'œil aux courbes des taux, vous avez sur les graphiques qui s'affichent les courbes de taux en rouge qui sont les courbes des taux des emprunts d'État pour les différents pays aujourd'hui. En jaune, c'était ce qu'elles étaient il y a un mois et en vert, ce qu'elles étaient au début de l'année. Vous voyez que pour la France et pour l'Allemagne, ça a très peu bougé au cours du mois de décembre, mais on voit assez nettement que par rapport au début d'année, on a des taux courts qui sont plus bas que ce qu'ils étaient et des taux longs qui sont, et ça c'était moins attendu, plus élevés que ce qu'ils étaient en début d'année. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où aux États-Unis, on a à la fois les taux courts et les taux longs qui sont plus bas que ce qu'ils étaient en début d'année. Ça s'explique en partie par le fait que le Trésor américain a concentré beaucoup ses émissions d'obligations ou ses financements à court terme sur la partie courte de la courbe, justement. Et donc, ça pèse moins sur la partie longue et ça permet aux taux longs de rester très sages, finalement, inférieurs à ce qu'ils étaient en début d'année. Si maintenant on s'intéresse à l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, on avait signalé au cours des précédents webinaires que cet écart de taux s'était beaucoup accru, lié aux incertitudes sur la situation politique en France et sur les perspectives peu réjouissantes en ce qui concerne le déficit budgétaire, voire l'impossibilité en ce moment, compte tenu de la situation politique, de voter un budget. Donc l'écart de taux était monté à 85 points de base, c'est-à-dire 0,85%. Il est redescendu d'à peu près 10 points de base, 0,10%, parce que pour l'instant, même s'il n'y a pas de très grande visibilité sur la situation politique ou sur le budget,
les marchés ont le sentiment que tout cela est un peu sous contrôle et que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ça va presque bien, quoi. Ça va presque, voilà, comme ça ne va pas plus mal, c'est plutôt mieux. Il n'est pas certain que cela dure éternellement. Il faudra bien qu'à un moment donné, le budget soit voté et qu'il y ait une situation plus claire. On vous a dit qu'on allait s'attarder un peu sur la situation japonaise, ce que l'on n'avait pas fait dans nos précédents webinaires. Et cela parce qu'on a une situation assez exceptionnelle au Japon. Vous voyez sur la diapositive qui s'affiche que le yen a beaucoup perdu. Tous les graphiques sont sur 10 ans. A beaucoup perdu, a beaucoup baissé par rapport au dollar, et en particulier ces dernières années, et qu'on a un taux d'inflation au Japon qui a beaucoup monté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation a augmenté en 2022 comme à peu près partout, sauf qu'elle n'a pas rebercé derrière et qu'on est toujours aux alentours de 3%, ce qui, historiquement, quand on regarde le graphique, est très élevé pour le Japon. Conséquence de ça, eh bien, les emprunts d'État à 10 ans au Japon ont vu leur taux monter très sensiblement, puisqu'on est passé de taux qui étaient négatifs à des taux qui approchent aujourd'hui les 2%. Et ça fait un changement assez substantiel, d'autant que il y a eu parallèlement une hausse des taux directeurs de la Banque du Japon, avec des taux directeurs qui étaient à moins 0,10 en 2016 et qui sont aujourd'hui à 0,50, et il pourrait éventuellement y avoir encore d'autres hausses de taux. Cela change évidemment la donne pour le marché japonais, mais aussi il peut avoir des conséquences pour les autres marchés. D'abord parce qu'il y a une tradition dans les marchés de carry trade, ce qu'on appelle carry trade, c'est-à-dire d'emprunt en yens pour financer des achats sur d'autres marchés, puisqu'on emprunte en yens on empruntait en yens à des taux très faibles, voire négatifs, et on pouvait replacer ça ensuite sur des marchés qui rapportaient plus, avec un yen en plus qui baisse. La hausse des taux japonais, évidemment, a pour conséquence que ce carry trade devient moins intéressant puisque le coût de financement en yens est plus élevé. Et puis d'autre part, les investisseurs japonais qui avaient intérêt à investir sur de la dette d'autres pays que le Japon pour avoir un rendement plus élevé, eh bien, pourraient aussi regarder de plus en plus localement, même s'ils sont déjà très investis sur leur dette, parce que la dette sur PIB du Japon dépasse les 200%, et ce sont essentiellement les investisseurs japonais qui sont investis dessus, mais avec des taux qui montent, évidemment, il y a éventuellement une tendance à rapatrier ces investissements pour les investir sur la dette locale. Autre élément que l'on voulait souligner pour terminer, c'est ce qui s'est passé sur ce qu'on appelle les spreads de crédit, c'est-à-dire l'écart de taux entre les emprunts des entreprises et ceux des États. Vous voyez sur ce graphique deux indices. L'indice en bleu, c'est l'indice de la performance des emprunts des entreprises, et en gris, la performance des emprunts d'État. Vous voyez que les entreprises ont, depuis 2023, fait beaucoup mieux que les emprunts d'État, c'est-à-dire que l'écart de taux entre les deux s'est fortement réduit. La prime de risque demandée par les investisseurs pour les entreprises par rapport aux États s'est fortement réduite. Alors pourquoi ça ? On le voit très clairement sur ce graphique. En noir, vous avez les ratios d'endettement, donc dette sur PIB des États de la zone euro. Et en vert, vous avez les ratios d'endettement, dette nette sur EBITDA, des entreprises. Et vous voyez que pour les États comme pour les entreprises, les ratios d'endettement ont fortement augmenté à partir de 2020 avec le Covid,
Et donc le fait qu'il a fallu financer cette période de fermeture des économies. Mais vous voyez aussi que les entreprises aujourd'hui ont des taux d'endettement qui sont même inférieurs à ce qu'ils étaient en 2018, donc avant cette crise du Covid, pendant que les États, eux, ont encore des taux d'endettement qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient en 2018. Et donc, les entreprises ont beaucoup mieux géré leur endettement que ne l'ont fait les États, ce qui justifie pleinement la réduction de la prime de risque. Alors, en rouge, vous avez le meilleur élève, c'est-à-dire le ratio dette sur PIB de la France. Et là, on voit que, évidemment, l'endettement qui a été généré, d'abord, le point de départ en 2018 était déjà très élevé, mais en plus, l'endettement supplémentaire qui a été généré par la crise du Covid n'a absolument pas été réduit ensuite. Et on est toujours à des niveaux, au niveau de la crise du Covid, alors qu'il n'y a plus de crise et que les économies sont reparties. Et donc, ça explique aussi pourquoi la France emprunte plus cher. Vous retrouvez... Alors, ici, sur ces graphiques, on vous a mis ces fameux spreads de crédit sur un an simplement, hein, pour deux signatures, Safran et E.ON, qui sont des entreprises qui sont notées A-, sur des emprunts à échéance 31 et 35. Vous voyez que donc, ces écarts de crédit sont très réduits, comme on l'a dit, qu'ils ont légèrement remonté ces 3 derniers mois, mais ils restent à des niveaux tout de même très faibles. Sur le fonds Origine, qui est géré par la société de gestion Messier Autingre, et que nous conseillons, nous avons conservé donc un niveau de vie moyenne relativement élevé pour bénéficier des taux, de la pente de la courbe des taux, et donc de taux élevés sur le long terme, et pas de changement significatif sur le niveau de risque de crédit. Compte tenu de tous ces éléments, quelles sont nos anticipations pour les prochains mois, donc pour la prochaine année? Même si on n'a pas l'ambition de faire des prévisions sur 12 mois, c'est aujourd'hui dans des marchés qui sont, compte tenu des différents éléments de géopolitique, les incertitudes politiques, etc., qui sont avec peu de visibilité. Ce que nous anticipons tout de même, c'est d'abord la baisse des taux de la part de la Fed, comme on l'a dit, à sa prochaine réunion en décembre. Une BCE, elle, qui va probablement fini sa baisse des taux pour l'année de 2025 et qui pourrait ne reprendre que l'année prochaine, en fonction des niveaux d'activité et d'inflation que l'on constatera à ce moment-là. On voit également qu'avec un niveau de croissance économique qui est pas fabuleux, mais qui est tout de même de la croissance et qui est plutôt révisé à la hausse, il n'y a pas de raison que les spreads de crédit augmentent, surtout si la dette des entreprises reste aussi bien gérée qu'elle l'est pour l'instant. Donc, même si les primes de risque sur le crédit sont faibles, elles n'ont pas de raison fondamentale d'augmenter prochainement. Enfin, reste le sujet de la France, où, de notre point de vue, l'incertitude reste tout de même très grande. On voit toutes les idées qui peuvent circuler sur les prélèvements fiscaux, sur la dépense, etc. Tout ça est aujourd'hui peu clair et ne nous incite pas à nous précipiter sur l'écart de taux entre l'Allemagne et la France pour acheter la France. Ça nous paraît encore un peu tôt. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis,
On se donne rendez-vous l'an L'année prochain. Voilà. On vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et à très bientôt. À bientôt, au revoir.